Zakweli, l'entretien de la matinale. Le Zakweli, aujourd'hui avec vous, Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Kira Bakaradakolo. Bonjour Madame Yasmine. Alors, vous êtes le président du Parti radical de gauche et vous êtes également candidat aux législatives dans la 2e circonscription, concurrent du député Kamardine. Je vais d'abord vous demander votre réaction par rapport à l'invalidation des élections départementales dans le canton Sada Chirungi. Alors, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'il y a invalidation d'élections, à Sada notamment, mais je pense que Monsieur Kamardine, Maître Kamardine, maîtrise assez les rouages. Vous avez compris qu'il a fait appel. Bon, pour moi, c'est pour gagner du temps. Et l'avenir nous dira ce qu'il en sera pour ces élections départementales et législatives. Lorsque vous dites qu'il connaît assez, que Mansour Kamardine connaît assez les rouages, ça signifie quoi exactement ? Est-ce que ça signifie qu'il sait déjà qu'il va remporter ces élections, il gagne du temps, comme vous dites, et c'est pertinemment que ça va se jouer en sa faveur finalement? Ah non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit que ça va jouer en sa faveur. Mais vous sous-entendez quelque chose, monsieur. Alors, vous êtes sans savoir que Maître Kamardine est avocat. Quand je dis qu'il connaît les rouages, c'est-à-dire qu'il maîtrise les procédures judiciaires qui vont lui mener jusqu'au Conseil d'État, pour la décision finale en cassation. Maintenant, comme je vous l'ai indiqué, je pense qu'il va faire appel pour gagner du temps. Et vous pensez que Mansour Kamardine doit se maintenir aux législatives? Alors, ça c'est une décision qui lui appartient à lui et à son parti. Pour moi, par rapport aux procédures judiciaires, on sait que l'appel est suspensif, donc ça lui permettra d'aller, le temps qu'il va gagner justement va lui permettre d'aller jusqu'aux législatives. Donc vous êtes son concurrent dans la 2e circonscription. Ce n'est pas la première fois que vous êtes candidat. En quoi celle-ci fait la différence? Alors, vous savez, la politique, c'est comme la vie. D'ailleurs, la politique concerne la vie de tout le monde dans la cité, d'accord? Et parfois, la politique peut être un travail de longue haleine. La première fois que j'étais candidat aux législatives, c'était en 2017. J'ai pu concourir à cette compétition et j'ai été à la fois honoré d'avoir participé à cette belle compétition, mais aussi j'ai gagné en expérience et j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. Parce que figurez-vous que la première idée que j'avais mise en valeur dans ma profession de foi en 2017, c'était la nécessité de modifier les conditions d'attribution de la nationalité. Le code de la nationalité devait être modifié. Et j'ai pu constater que les législateurs ont récupéré mon idée et l'ont transformée en amendement dans le code civil pour permettre de protéger Mayotte face à ce fléau de l'immigration clandestine. Pourquoi ne pas vouloir être maire, être conseiller départemental, mais absolument être député? Alors, j'ai été candidat au municipal en 2014. Vous l'avez peut-être, ça vous a peut-être échappé. Mais non, mais je parle pense, des échéances récentes. J'y arrive. Pourquoi je veux être député et je pense pouvoir l'être cette fois-ci, c'est que j'ai eu une expérience de presque parlementaire parce que j'ai été attaché parlementaire européen. Je connais un petit peu les rouages législatifs. Cette expérience-là me pousse à m'engager davantage dans cette mission pour que Mayotte bénéficie de mon expérience et de ma contribution. Donc vous êtes expérimenté. Les faits divers à Mayotte sont nombreux, meurtres, agressions. Que propose le candidat Kira Bakaradakolo pour endiguer le phénomène de violence et de la délinquance, surtout juvénile à Mayotte? Alors, au-delà de l'arsenal juridique et militaire que je vais proposer dans le cadre de cette campagne, de ce débat d'idées qui va venir, je pense que le phénomène de violence que connaît Mayotte depuis un certain nombre d'années a tendance à être le fait de la délinquance. Donc, il faut absolument mettre en place
les structures qui permettent de prendre en charge cette jeunesse qui s'adonne à cette violence, à cette délinquance. Quel type de structure? Voilà, il y a deux structures. D'ailleurs, j'ai déjà proposé, dans le cadre des débats qui se déroulent dans les médias, il existe déjà un dispositif qu'on connaît sous la dénomination de la circulaire Taubira, qui permet de transférer des jeunes dans des centres éducatifs fermés, puisque nous savons qu'ici à Mayotte, ça n'existe pas. Il faudrait que dans l'immédiat, cette circulaire soit étendue pour permettre à ces jeunes d'être évacués vers des centres d'éducation fermés en métropole pour qu'ils soient, pendant un laps de temps, pris en charge, éduqués et réinsérés dans la société. Et si le jeune n'a pas la nationalité française? Deuxième possibilité, c'est ici à Mayotte de mettre en place ce qu'on appelle les centres de redressement des mineurs délinquants. C'est des structures minimes. Au sein d'un établissement, on prend une dizaine de jeunes délinquants identifiés en tant que tels et pouvoir leur éduquer encore une fois. Et puis voilà. Maintenant, donc ce serait ce que vous proposez, la deuxième proposition, ce serait pour les jeunes mineurs qui ne seraient pas français. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Qui resteraient à Mayotte. Puisque le droit ne permet pas d'expulser des mineurs. Bon, maintenant, hier, j'ai entendu le ministre de l'Outre-mer dire qu'il faut adapter la législation aux situations locales en Outre-mer. Il faudrait trouver le moyen d'appliquer une législation qui puisse permettre aux jeunes délinquants mineurs d'être rapatriés chez eux, si tel était le cas. Donc, si vous vous référez au ministre, parce qu'on a vu récemment le sénateur Tani qui a vu son amendement sur les titres de séjour territorialisés. Il voulait justement mettre fin au titre de séjour territorialisé à Mayotte et son amendement a été rejeté. Donc, quand vous nous dites ce matin que le ministre a dit qu'il fallait absolument s'adapter en fonction des spécificités locales, ce n'est pas un peu être trop optimiste alors qu'on sait très bien que le gouvernement a tendance à mettre des freins lorsque les Mahorais font des propositions de ce genre? Alors, le droit est appelé à évoluer. Ce n'est pas une matière immuable, c'est le travail des parlementaires que j'aspire à entamer dès que je serai élu. Il faut proposer des amendements qui puissent prendre en compte les spécificités locales pour faire évoluer les choses. D'accord? D'ailleurs, je pense que, vous voyez par exemple le CESEDA, le Code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Vous savez que depuis 2014, ce code-là a été étendu à Mayotte, mais adapté. D'accord? Moi, je pense qu'il faut réadapter ce code pour prendre en compte les spécificités locales, les problématiques locales, pour endiguer ce phénomène de l'immigration clandestine. Et à l'intérieur de ce ZEDA, qui sera adapté à Mayotte encore une fois, permettre aux personnes détentrices de titres de séjour de circuler et non pas de connaître une situation d'exception et de territorialisation de leur Donc, de leur supposons, sédentarité. demain, vous êtes élu, en tout cas en juin, vous êtes élu député. Est-ce que vous demandez l'expulsion, parce qu'on sait que l'expulsion des étrangers en situation irrégulière ne se met en place, ne se pratique qu'avec ceux qui viennent des Comores et de Madagascar, mais tous les Africains qui arrivent à Mayotte restent à Mayotte jusqu'à ce qu'ils soient régularisés en tout cas, avant qu'ils rejoignent l'Hexagone. Est-ce que vous demandez quand même leur expulsion? Alors, d'abord, je ne pense pas que tous les Africains qui arrivent à Mayotte par voie clandestine restent tous à Mayotte. Je connais des cas... Oui, c'est ce que je dis. Une fois qu'ils sont régularisés, ils repartent. Alors, normalement, la situation des demandeurs d'asile, une fois qu'elle est régularisée, les personnes qui sont concernées par les dossiers de l'OFPRA peuvent circuler et aller partout où ils veulent. Maintenant, moi je pense que toutes ces personnes-là ne sont pas des demandeurs d'asile. Et en l'occurrence, moi j'ai vu des situations, des cas ici où des Africains qui sont venus, qui ont été refoulés parce qu'ils n'étaient pas manifestement des demandeurs d'asile, mais des immigrés clandestins.
D'accord? Donc moi, pour ma part, je pense qu'il faut, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le CESEDA, le code d'entrée de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, doit être renforcé, adapté à la situation, à notre situation du département de Mayotte pour que on arrive enfin à maîtriser ce phénomène de l'immigration. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez quand vous dites adapter à la situation? C'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez exactement? Eh bien, c'est un code juridique, d'accord? Ce sont des règles, un dispositif permettant de réguler la situation. C'est-à-dire qu'il faut adapter ce code ici pour prendre en compte, au cas par cas, les personnes qui demandent l'asile ici à Mayotte. D'accord? Ce sont les conditions prévues dans ce code qui doivent être renforcées, durcies et adaptées. Et quand je parle d'adaptation, c'est à la fois prendre la situation de Mayotte, la difficulté qu'il y a, et puis permettre aux dispositifs utilisés dans le cadre de l'Union européenne, parce que figurez-vous que ces personnes-là, par exemple, ne reçoivent pas les aides prévues dans le cadre de l'instruction de leur dossier à l'OFPRA. D'accord? Il faut d'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a une personne qui avait été en justice, qui avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour bénéficier d'accord. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut, situation par situation, dispositif par dispositif, dans le cadre de ce CESEDA, d'adapter la situation pour que on arrive à maîtriser ces flux migratoires. Kirabakara Dakolo, vous soutenez Christiane Taubira pour l'élection présidentielle. Daniel Zaidani, lui, s'est affiché aux côtés de Marine Le Pen. On l'a vu, il a prononcé un discours depuis Reims, affirmant encore plus sa détermination à soutenir la candidate à la présidentielle. Comment expliquez-vous un tel revirement? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui le choix de Daniel Zaidani? Alors, c'est vrai que c'est un choix difficile à comprendre ou à interpréter. Mais quand on scrute l'état de l'opinion à Mayotte, moi je crois que, au-delà des raisons purement personnelles, je crois que Zaidani a trouvé légitime de suivre l'opinion et de se dire que Marine Le Pen parle certainement de démagogie, mais au moins elle parle de ce que les Mahorais veulent entendre. Et je pense aussi qu'il y a un calcul politique derrière. Je ne pense pas que Zaidani soit un nationaliste. Et donc, il y a un effet peut-être domino qui lui a remporté. Mais effectivement, c'est un choix difficilement compréhensible. Je le disais, vous êtes également le président du Parti radical de gauche. Un parti, on a l'impression que c'est un parti en tout cas qui est en sommeil, très peu de communication. Combien d'adhérents compte ce parti à ce jour, monsieur? Alors, vous avez raison, depuis un certain moment, la fédération locale du Parti radical de gauche était en sommeil parce que déjà depuis 2019, il y a eu une tentative de réunification de ce parti en métropole, mais ça n'a pas marché. Du coup, nos troupes ont été un peu démobilisées. Mais maintenant que ce parti présente une candidate, en l'occurrence Mme Taubira, à la présidentielle, le moral des troupes a tendance à se revigorer. Et là, depuis 2-3 semaines, je vois une nouvelle dynamique de gens qui veulent soutenir Taubira. Et nous allons nous organiser pour réactiver les activités du parti et pour battre campagne pour notre candidate. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Venons-en à ce projet de loi Mayotte, une loi mort-née. Vous êtes plutôt de l'avis des conseillers départementaux qui ont refusé le texte tel qu'il a été présenté, ou bien vous partagez l'opinion des 3 parlementaires et des maires, eux, qui auraient souhaité que les Mahorais acceptent le texte en l'état pour ensuite apporter des corrections? Alors, moi, dès que ce texte a été publié, dès que j'en ai pris connaissance, je me suis exprimé dans les réseaux sociaux notamment pour dire que j'étais contre, mais surtout j'avais expliqué pourquoi. Parce qu'en réalité, quand on observe ce texte, on ne voit pas grand-chose. Si on se limite à ce texte, on a l'impression que c'était effectivement
un projet de loi purement électoraliste. C'est-à-dire qu'à l'approche des élections présidentielles, on a voulu nous faire marcher dans un projet qui n'en est pas du tout un. Ibrahim Aboubacar, lors de son passage ici, il a déclaré que tout le monde savait que l'élection présidentielle allait se tenir au mois d'avril. Et pourtant, on a quand même accepté. Les Mahorais qui étaient d'abord réticents ont accepté de faire des propositions. Et maintenant, qu'est-ce qui étonne? Écoutez, madame, les Mahorais ont accepté de participer aux consultations citoyennes du mois de mars 2021 pour justement faire leurs propositions. Il y a eu à peu près 800 propositions émanant des 16 forums citoyens auxquels ont participé 1600 Mahorais, entrepreneurs associatifs, politiques, monde de la société civile. Et quand on voit le résultat, la proposition qui a été faite par le gouvernement dans ce texte, je suis désolé, cette montagne a accouché d'une souris. Merci beaucoup, Kira Bakara Dakolo, d'avoir été l'invité du Zakweli.